peut-être le savez-vous, Didier Raoult a suscité beaucoup de polémiques depuis le début de la Covid-19. Beaucoup de conflits, beaucoup de propos qui euh, n'auraient pas dû être prononcés un peu de tous les côtés. Ça aurait pu se passer autrement, bien sûr. On aurait pu attendre d'un grand scientifique qu'il règle tout cela, qu'il règle les conflits, qu'il règle les critiques, euh, toute cette confusion autour de ces déclarations en prenant de la hauteur, en produisant de la recherche de qualité. Après tout, il est le meilleur du monde dans sa discipline, si on le croit, qu'il produise des données scientifiques qui établissent une bonne fois pour toutes ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça aurait pris du temps, ça aurait été long et propre, et non pas quick and dirty, et on aurait été fixé. Mais Didier Raoult a choisi de ne pas faire ce travail propre, de ne pas se confronter à la contradiction. Il a plutôt préféré aller chez Hanouna pour insulter des chroniqueuses. Et surtout, il a préféré dépenser à peu près 100 000 euros, au moins 95 000 euros d'argent public pour faire des procès. Didier Raoult a porté plainte contre le docteur Karine Lacombe, qu'il a perdu. Contre le docteur Karim Ibazatene, ou Ibazatene, j'ignore comment on prononce son nom, qu'il m'excuse, je ne sais pas où en est cette affaire. Il a porté plainte contre Martin Hirsch, directeur général de la PHP, je ne sais pas où en est cette affaire. Contre Madame Elisabeth Bick, eh ben, il a perdu aussi. Contre le professeur Jean-Paul Stahl, il a perdu. Contre Alexander Samuel, l'affaire est en cours. Il continue de menacer d'autres gens de porter plainte parce que c'est un peu son truc, mais l'IHU Méditerranée a déclaré qu'il se retirait de ce genre de procédure parce que 100 000 euros, ça va quoi. Didier Raoult est également poursuivi parce que ça va dans les deux sens, notamment pour diffamation par Loni Besançon parce qu'il l'avait accusé de fomenter un attentat contre l'IHU en vidéo. C'est une accusation un peu folle. En novembre 2023, la NSM a déposé une plainte pénale contre Didier Raoult pour des manquements graves et pénalement répréhensibles dans ses essais cliniques sur l'hydroxychloroquine contre la Covid-19. Cette plainte fait suite à des inspections par la NSM à l'IHU Méditerranée qui ont révélé des dysfonctionnements majeurs dans la conduite des recherches. Début juillet 2020, la Société de pathologie infectieuse porte plainte contre Didier Raoult devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, lui reprochant d'avoir enfreint 9 articles du code de déontologie de la profession, dont la promotion d'un traitement dont l'efficacité n'a pas été démontrée, la diffusion de fausses informations, des manquements au devoir de confraternité, la réalisation d'essais cliniques hors du cadre légal, etc. Et au milieu de tout ça, de cette guerre de tranchées, de ce foutoir général, on a Guillaume Limousin, que tout le monde présente comme un petit professeur de mathématiques qui a osé se dresser contre le géant Raoult, l'élite. Et vous allez voir qu'en effet, ce Guillaume Limousin, connu sous le nom de Sonic Urtican sur Twitter/X, a travaillé pendant des années à ruiner les efforts de communication et de manipulation surtout du professeur marseillais et a sans relâche sollicité la presse, les élus et les instances comme l'Ordre des médecins pour lutter contre l'ankylose générale, l'inertie catastrophique des institutions qui ont laissé Didier Raoult délirer en roue libre pendant quasiment 3 ans. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir en exclusivité, parce qu'il n'a pas accepté des interviews ailleurs, Guillaume Limousin, qui sort de son procès, c'était il y a une semaine, à Marseille, où il était poursuivi par Didier Raoult. Didier Raoult le poursuivait pour diffamation et Didier Raoult a perdu son procès. Encore, c'est une habitude, commence à devenir une spécialité. Évidemment, il a annoncé qu'il ferait appel. On va voir avec Guillaume Limousin comment tout ça a commencé, pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à Didier Raoult, comment s'est déroulé ce procès, comment sont arrivées les poursuites, ce qui s'est passé pendant les audiences, et croyez bien que c'est folklorique, restez jusqu'au bout, parce que vous n'êtes pas prêts. Il s'est passé des trucs dans les salles d'audience qui défient l'entendement, et on finira en prenant du recul sur l'activité
de Guillaume Limousin qui ne consiste pas à se faire poursuivre en justice par des gens enragés, mais qui consiste à œuvrer pour informer les gens, pour analyser les papiers qui sortent, pour lutter contre la désinformation qui est quand même extrêmement présente. Et on aurait tort de prendre ça à la légère. Tout de suite, place à l'interview. Bonjour Guillaume. Salut, salut tout le monde. Alors en préambule, je précise, on ne se connaît pas, on va se dire tu parce qu'on a échangé quelques fois sur les réseaux voilà, autour de tout ça au fil des années, mais on a assez peu discuté ensemble et on ne se connaît pas, parce qu'il y a peut-être des fantasmes de gens qui disent il y a... Ah oui, voilà. le complot. Voilà. Donc tu confirmes ou tu infirmes, en fait on se connaissait bien, Ah on est mais, colocs et tout. ah mais paraît-il que c'est moi la tête de réseau, hein, attention, hein, on en parlera, tu verras. D'accord. Donc alors on va revenir sur ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu un procès. On va revenir sur l'historique. Voilà, pourquoi tu as fini au tribunal? Ben, c'est parce que tu as fait des choses, pas forcément mal d'ailleurs. Ensuite, on parlera du procès en tant que tel qui a été raconté dans la presse, mais tu pourras revenir un peu dessus et nous préciser ce que tu l'as vécu de l'intérieur. Et c'était digne d'une fiction en fait. Voilà, moi j'y étais pas, mais je m'imagine un peu, je connais un peu les lieux. Bon, voilà. Et puis on finira avec, de Ouais. manière générale, au-delà du conflit qui s'est créé autour de Didier Raoult, ton activité qui est celle d'essayer de valoriser les sciences, de sensibiliser les gens, notamment les jeunes, au fait que on peut agir, on peut solliciter des élus, on peut créer des tribunes. Bah, tu as fait tout ça, donc on en parlera à la fin pour revenir un peu sur du fond et pas être uniquement dans du drama, ce qui est malheureusement un peu cette histoire aussi. Alors, Oui. on va démarrer. Didier Raoult, tu le connais comment? Moi j'ai toujours été passionné par la lecture des publications scientifiques hein, depuis longtemps. J'ai un diplôme d'ingénieur et je suis docteur en sciences. Et puis la lecture et décortiquer les publications scientifiques, ça a toujours été une de mes passions. J'ai fait un petit peu de recherche et puis d'ingénierie avant de devenir prof. Et quand est arrivée cette pandémie, j'ai bien senti qu'il y avait beaucoup de récupération de pas mal de gens dans l'affolement. Et évidemment, quand Didier Raoult a été, je dirais, très médiatisé, porté en héros, je me suis intéressé à sa première publication scientifique, hein, Gautret et al., qu'il a signée, d'où tout est parti. Et puis, j'étais pas le seul. J'ai analysé et très vite, je me suis aperçu que ça faisait partie des très nombreuses, des milliers et des milliers de publications scientifiques par an qui terminent assez rapidement à la poubelle sans que personne n'en parle, parce qu'il y a rien qui va. Hein. Je l'ai détaillé dans Oui, les deux interviews il y que j'ai avait accepté de 24 donner. cas, dont certains qui sont Alors malheureusement voilà, avérés. Voilà. c'était une poignée de patients. Alors déjà pour l'aspect scientifique, on exclut des résultats des patients alors qu'ils meurent. Donc forcément, les résultats d'un coup sont meilleurs. Ou alors ils vont en réanimation avec des excuses et des prétextes grotesques pour ça. On rajoute un médicament, entre-temps un deuxième qui n'était pas autorisé dans l'essai. Et puis il y avait cette suspicion de falsification de tests PCR. Oui, alors ça, c'est arrivé plus tard. Dont on a appris après C'est plus ça. de détails Ouais. et plein d'autres choses comme ça. Enfin, tout était grotesque et je me suis dit que ça allait durer une semaine et pas plus, quoi. Hein. Il suffisait, et c'est là où j'en veux beaucoup aux politiciens et aux journalistes, c'est qu'il n'y avait même pas besoin, pour beaucoup de points de cette publication, d'être de formation scientifique. Il suffisait d'avoir le brevet des collèges et de savoir parler anglais pour comprendre que c'était totalement grotesque. Et donc, c'était quand même incroyable que le délire devienne planétaire et dure autant, avec autant de conséquences. Et à partir de là, j'ai réfléchi un mois, 2 mois. J'ai contacté mes amis et connaissances que j'avais gardés de quand je travaillais encore dans la recherche et l'ingénierie, des gens qui étaient devenus directeurs de recherche à l'INSERM, chefs de service, professeurs de médecine et d'université, etc. Et puis, quand j'ai vu que ça bougeait pas,
j'irai pas plus loin, hein, mais je me suis dit là, Guillaume, tu sais que ça peut faire des morts si ce traitement est donné à grande échelle. Et est-ce que tu arriveras à dormir sur tes deux oreilles si tu tentes rien? Et je me suis lancé dans plusieurs actions qui ont toutes marché, mais beaucoup plus que je le pensais et qui m'ont entraîné dans un maelstrom que je n'imaginais pas. Alors, Voilà, du pour coup, résumer. pour faire le petit Alors point, effectivement, comme tu disais, ouais, je me suis retrouvé en procès, pas forcément parce que j'ai fait des choses mal. La preuve, c'est que j'ai été intégralement relaxé au voilà. final. Donc, ce que tu as fait, c'est un truc que peu de gens ont fait au cours de cette pandémie. Tu as lu les articles de Didier Raoult. Ce que lui n'a pas forcément toujours fait d'ailleurs, puisque lorsqu'il y a des Non plaintes, il mais dit non, mais ce papier-là, j'ai signé, mais je l'avais pas lu. Bon, Gautret et Tal, il est censé l'avoir lu parce qu'il était, il était important. Ah, c'est le papier qui a tout commencé. C'est le premier qui dit on propose ce traitement et il marche, il sauve la vie des malades du Covid-19. Bon, tu l'as lu, tu as vu que ça posait des problèmes. Euh, et au fil des mois, tu as fait des démarches. Tu as même contacté l'ordre des médecins. Alors, est-ce qu'on parle de ça tout de alors suite? en fait, tout à fait. Parmi les actions que j'ai déjà accepté de rendre publiques de celles que j'ai menées, donc une des toutes premières, c'est d'avoir créé mon compte Twitter, Sonic Urtican, Voilà. un surnom, volontairement ridicule, parce qu'à l'époque, je pensais pas que ça allait prendre une petite ampleur. En fait, d'ailleurs, petite anecdote, ça vient pas des jeux vidéo, hein, c'est un petit, clin d'œil à ce qui s'est passé en école d'ingénieur pour moi. Voilà, c'est un petit truc. Et puis, c'était pour informer, c'était pour faire du fact-checking et de l'information vulgarisée, puisque j'en ai fait mon métier ensuite en devenant professeur en collège, sur comment ça marche une publication scientifique, comment elle est acceptée ou refusée, le circuit de validation, pour un peu quand même calmer le jeu parmi tout cet affolement mondial. Et puis j'ai vu que malgré tout, le buzz médiatique, l'emballement continuait et j'ai fait un signalement, très documenté sur ce qui me semblait être, des infractions multiples de Didier Raoult au code de déontologie médicale qui a valeur de loi puisqu'il est adossé au code de santé publique et donc qui pouvait, conduire à d'éventuelles sanctions disciplinaires. Ce signalement très documenté, je l'ai fait, mi-2020. Il a été repris par la Société de pathologie infectieuse de langue française Oui. et on a fait une plainte à l'ordre des médecins contre Didier Raoult, donc qui était complémentaire à mon signalement. Et il se trouve que ça a mieux marché que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement c'était pas considéré comme farfelu par l'ordre des médecins, mais l'ordre des médecins a considéré recevable ce signalement et s'est même joint aux poursuites et donc a renvoyé Didier Raoult en chambre disciplinaire de première instance. Voilà, donc là, j'ai un Ça a petit truc à dire abouti. pour informer clairement. En décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine a sanctionné Didier Raoult d'un blâme pour manquement à la Voilà. déontologie médicale. La chambre a reproché à Raoult d'avoir donné des informations qui ne s'appuyaient sur aucune donnée confirmée en promouvant la chloroquine et d'avoir fait preuve d'une absence de prudence et d'une agressivité excessive. Par contre, les accusations de charlatanisme et de mise en danger des patients ont été écartées. Et l'Ordre des médecins était censé faire appel. À l'époque, c'était en décembre 2021, et j'avoue que je n'ai pas de nouvelles de cela. Il s'est passé quoi Alors après? tout à fait. Alors là-dessus, on pourrait, dans une autre vidéo, parce que ce serait un véritable roman, parler du fonctionnement de l'ordre des médecins aux échelles départementales, régionales et nationales. Mais il se trouve que là, les délais ont été à peu près bien respectés. Et ce qui est bien, c'est que comme l'ordre des médecins a considéré que c'était quand même une affaire très médiatique, ça valait le coup pour apaiser les débats et avoir une justice ordinale sereine de délocaliser à la Oui. chambre disciplinaire de Bordeaux, dans des délais que j'ai trouvés à peu près raisonnables. Alors, pour l'appel, on n'a toujours pas de nouvelles de la date, puisque l'ordre des médecins a fait appel à minima, c'est-à-dire qu'il a trouvé que la sanction n'était pas encore assez lourde. Mhm. On ne sait pas. Alors, les appels à la Chambre nationale, puisque l'appel est au national, à l'ordre des médecins, c'est très variable. Parce que, par exemple, pour les gens qui
les homéopathes qui portaient plainte pour non-conformité contre les médecins qui disaient que l'homéopathie marche pas. Il y a des délais de plus de 4 ans qui sont encore attendus pour certains. Enfin bon, c'est assez délirant. Sachant que pour te répondre sur les articles dont je considérais et la Société de pathologie infectieuse aussi que ça pouvait constituer des infractions, il y avait 9 articles du code de déontologie. Et le charlatanisme a été écarté parce qu'il est défini dans le code de déontologie comme il faut l'avoir fait sur un patient qui est le patient du médecin en tant que tel. Et Didier Raoult, on n'a pas pu prouver qu'il avait signé une ordonnance lui-même personnellement. Donc, c'est sur ce point que le charlatanisme, parce qu'il est défini comme ça dans le code de déontologie, c'est pas le charlatanisme au sens comme on l'entend dans le dictionnaire. Oui. Ça n'a rien à voir avec les discours charlatanesques, puisque là, par contre, en tout cas, il a été condamné pour, en gros, ses discours publics, pour manque de prudence et pour agressivité, effectivement. Donc, en juillet 2022, le Conseil national a déposé une nouvelle plainte pour manquement grave. Dans les essais cliniques de la chloroquine, c'est encore une autre affaire sur cette affaire d'essais sauvages géants. Après, on peut rajouter le rapport de l'IGAS, et puis on peut rajouter des dizaines et des dizaines de problèmes, d'articles rétractés. Voilà. Donc, il est dans la sauce jusqu'au cou, ça se voit. Dans sa défense, il s'en est pris à quelques personnes comme ça qu'il avait dans le pif, et notamment à toi. Et dans une vidéo, je vais mettre un extrait. Alors, de la chaîne YouTube. Alors, depuis, les vidéos de YouTube ont été retirées de la chaîne. Et Raoult a créé sa chaîne à lui, il les a repostées là-bas. Ce qui montre bien que l'IHU Méditerranée n'est pas totalement serein et n'est plus tellement dans la ligne de son ancien patron. Mais en tout cas, il disait que il te nomme et il recrute dans les hôpitaux psychiatriques. En gros, il te traite de fou, il te traite de prof taré. Il a fait plusieurs fois. Donc voilà, il t'insulte. Au lieu de faire ce qu'aurait dû faire un professeur de son rang, c'est-à-dire répondre sur les faits. Il a partagé des articles de François, dont l'un se terminait par la fameuse phrase « La veuve s'impatiente », où il y avait tout un tas de gens qui étaient cités et on appelait à leur décapitation. Tu étais dedans, et moi aussi. On avait beaucoup apprécié que Raoult relaie ça. Il y a encore eu d'autres articles de François où tu es cité et où Raoult partage encore. Et puis, il y a eu chez Bruce Toussaint, c'était en novembre 2021, une interview où il parle encore de la harcelosphère et il parle d'un prof de maths cinglé. À mon avis, il est cinglé, je cite. Il pourra toujours m'attaquer en diffamation. Comme ça, on aura une expertise psychiatrique pour voir s'il est vraiment cinglé. Il s'appelle Limousin. C'était Raoult. Voilà. Il a répété par 4 fois le mot cinglé, et si c'est Didier Raoult qui le dit, c'est que c'est vrai, il n'y a pas besoin d'expertise psychiatrique. Et malgré tout, c'est lui qui porte plainte. Et c'est là où c'est quand même piquant, c'est que bon, ok, tu as fait des démarches, etc. Mais alors, tu es comme moi, on est sur les réseaux, parfois on peut avoir des paroles excessives. Peut-être que lors du procès, on t'a reproché tel ou tel propos, tu pourras me le dire. Mais en tout état de cause, voilà le type de propos qu'il a eu à ton encontre sur des antennes qui sont bien plus importantes que ton compte Twitter personnel. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est une bonne remarque parce que c'est quand même assez étonnant. C'est ce que j'ai dit au procès aussi. C'est que il y a par exemple une chercheuse historienne qui le qualifie sur une télé nationale de criminel. Il y a un sénateur qui, sur une télé nationale, lui-même sénateur, lui-même directeur de recherche CNRS, qui dit par 2 fois que c'est un tricheur, que c'est connu de longue date dans la recherche que c'est un tricheur. Tous ces gens-là, il les a pas attaqués en diffamation, tu vois. Alors que moi, avec mon petit compte de 8000 abonnés à l'époque, plus de 17 000 maintenant, hein, contre 1 million pour lui, eh ben, il m'attaque en diffamation. Alors c'est marrant parce que Didier Raoult, il attaque surtout en diffamation ou autre au tribunal, au passage en utilisant l'argent des autres, puisqu'il a utilisé l'argent de l'IHU apparemment ou de l'université. Il attaque surtout ceux qui l'ont fait condamner, tu vois. C'est étrange, hein. Donc ça, j'ai fait remarquer au procès. Ta démarche et celle d'autres ont abouti à ce que des instances produisent des blâmes, et c'est vers eux que, en gros, c'est de la rage, c'est de la vengeance, c'est ce que tu me dis. C'est-à-dire que chacun en tirera les conclusions qu'il veut, mais enfin moi, à l'époque, j'étais un petit compte à 8000 abonnés, il y avait des gens qui le critiquaient de façon bien plus sévère que moi, avec d'autres mots.
Je pense pas avoir eu de mots plus haut que d'autres. J'assume mon ton incisif sur les réseaux sociaux, mais tu Oui, remarqueras qu'à chaque fois, je fais attention de cibler les propos ou les actes, bien sûr. d'ailleurs, Si jamais tu avais j'ai été dépassé les relaxé. bornes, puisque tu étais au tribunal, on l'aurait constaté. Alors voilà, exactement. Et c'est donc pour revenir justement à ce que tu disais, s'il y en a, parmi cette saga encyclopédique, qui veulent, reprendre un petit peu le résumé, les 2 points les plus marquants, c'est effectivement les rapports d'enquête et d'inspection de l'autorité du médicament, la NSM, Mmh. et celui de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, qui sont littéralement accablants à tout point de vue, hein, sans compter celui du Haut Conseil d'évaluation de la recherche, le HCERES. Ils sont totalement accablants. Ils citent de très nombreuses fois des faits passibles de qualification pénale, hein, c'est ce qu'ils écrivent noir sur blanc à Ouais. de très nombreuses reprises, ce qui a conduit l'autorité du médicament, la NSM, à saisir plusieurs fois le procureur pour de nombreux essais cliniques suspectés illégaux, ainsi que les ministres. Le procureur a fini par ouvrir une instruction judiciaire auprès d'un juge d'instruction. D'ailleurs, on attend un peu maintenant la suite. Il y a de nombreuses personnes qui militent pour une délocalisation aussi de cette affaire, pour qu'elle soit, la justice soit Oui. apaisée. De sorte que, pour revenir à la question que tu me posais, c'est assez étrange parce que moi, à de nombreuses reprises, et c'était le sujet principal de mes fils explicatifs très sourcés, c'était surtout les essais cliniques suspectés illégaux. C'est ce qui a déclenché les enquêtes dans l'Express et dans Mediapart, qui sont citées dans la lettre de mission d'enquête des ministres envers l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale de l'enseignement supérieur. Et pourtant, ils m'attaquent sur quoi? Ils m'attaquent sur un fil dans lequel je montre que plusieurs de ces publications scientifiques n'ont pas le niveau brevet des collèges. Ça m'a surpris, ça m'aurait amusé si ça, me coûtait pas des milliers d'euros et si surtout ça n'encombrait pas la justice pour, entre guillemets, ce que j'appellerais «les vraies victimes». C'est vrai Voilà. que ça pose la question de la stratégie. Pourquoi t'attaquer toi plutôt que d'autres? Pourquoi sur ces propos-là plutôt que sur d'autres propos? On peut rappeler que son avocat, alors est-ce que sur cette affaire-là, c'était Divisio? C'était bien lui? Ah non, alors justement, alors au Ça a pénal, changé. ça il me semble que ça a jamais été Fabrice Divisio, c'était son avocat justement à l'ordre des médecins, à la poursuite ordinale. Par contre là, pour moi, il y avait 2 avocats. Rien que contre moi, ouais. Il est venu en personne. Mmh. Ça m'a étonné parce que dans la plupart des autres procès pénaux, qu'il lance, puisqu'on les compte plus, hein, je crois qu'il doit être en une dizaine de poursuites judiciaires, entre lui et l'IHU, signé avec sa signature, et puis lui-même en personne, je sais plus à combien on en est. Des procès où il s'est porté partie civile pour que ça aille jusqu'au procès, il y en a peut-être déjà au moins 6 ou 7, je sais plus. Et d'habitude, il vient pas ou rarement. Et là, il est venu. Et puis, il m'a envoyé 2 avocats contre moi. Alors, je ne vais pas citer les noms, tant pis, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais oui, c'était impressionnant, attention. Ouais, non mais voilà, c'est assez étrange et du coup, on a vraiment enfin, c'est étonnant à quel point ils permettent que se construise un narratif de David contre Goliath, du petit prof Oui, de maths, heu, bizarre, hein? qui, depuis son compte Twitter, heu, tire des ficelles qui aboutissent à des blâmes, par l'ordre des médecins. Donc il y a tout est construit pour faire une histoire, magnifique, mais où il peut pas avoir le beau rôle, sauf, chez les fans hardcore, Écoute, bien sûr. c'est incroyable, ça m'a moi-même étonné, mais mon avocat aussi, et je peux même te dire que des personnes présentes dans la salle qui attendaient pour les autres audiences, hein, qui n'avaient rien à voir avec, lui ou moi. Je les ai entendus chuchoter des avocats ou qui disaient: «Mais qu'est-ce qui se passe?» C'était vraiment surréaliste. C'était tellement surréaliste que mon avocat m'a dit: «En plusieurs décennies de barreau, j'ai jamais vu ça pour un simple procès en diffamation». C'était vraiment surréaliste. Alors après, on pourra justement parler du Voilà, déroulé du procès, on va y venir. Mais sur parce la que stratégie de c'était départ, voilà, juste je me marque et apparemment on partage, on est un peu étonné de la stratégie. Parce que bon, on connaît l'effet stressant, nous, chez les sceptiques, qui consiste à vouloir faire taire une critique d'une manière qui rend la critique beaucoup plus visible, oui, tout à fait. et c'est une bourde qu'un avocat Bah, devrait pouvoir, anticiper et prévenir son client. Sauf si le client est complètement déchaîné. Mais donc là, il y a un truc qui s'est passé
et qui t'a Mmh. propulsé jusqu'à France 3, a fait une interview. L'Express en a fait plusieurs. Enfin, la presse s'est intéressée à ce que tu dis, alors que, c'est pas évident et tu le sais très bien, d'inciter les journalistes à lire, un travail d'analyse, à Exactement. s'intéresser à un dossier. Là, en l'occurrence, il a braqué les projecteurs sur toi, en fait. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Et je sais pas, est-ce que, par exemple, il se disait, ça va, je sais pas moi, lui faire peur, l'intimider, il va s'arrêter de fact-checker les publications scientifiques et les registres d'essais cliniques? Bah non, moi, je continue à faire mon petit travail bénévole de fact-checking, moi je le fais pas contre Didier Raoult particulièrement, tu vois? D'ailleurs, j'ai D'ailleurs, fact-checké aussi qui te beaucoup d'autres, paye? scientifiques et médecins. Qui te paye, Guillaume Limousin? Parce qu'il y a des Ouh là! gens dans la complosphère qui, sont absolument certains que tu as des enfin, que nous, les uns comme les autres, nous avons, des enveloppes, parce qu'eux, apparemment, ils marchent comme ça, ils ne marchent que si on les paye, je suppose, donc ils protègent des Oui, alors attentats. Donc toi, qui te paye? tout à fait. Alors, c'est marrant parce que là-dessus, il y a eu une enquête de l'Express, parue très récemment sur François et Bon Sens, dirigés tous les 2 par la même personne, Xavier Albert, qui montre, des choses extrêmement étranges. J'invite les lecteurs à lire cet article enquête qui est édifiant et là, les montants se montent à plusieurs millions d'euros en jeu, vous voyez? Alors que moi, je suis petit prof, de collège, heu voilà, je gagne très peu, je fais ça bénévolement. Si je compte depuis 4 ans, je dois en être à plus d'une dizaine de milliers d'heures de travail, Oui, mais là-dessus. tu vois, ça paraît bizarre à J'ai certaines personnes. Le fait que tu donnes, autant de temps, il faut que tu aies une motivation et ça ne peut pas être, l'amour de la vérité, de la vérification parce que ça leur paraît suspect, tu comprends? alors je vais te dire un truc, hein. Avant, je travaillais dans la recherche puis l'ingénierie. J'ai quitté ce monde pour enseigner en collège à des jeunes. Évidemment que j'ai pas attendu la pandémie et Didier Raoult pour travailler par passion, hein. Sinon, si c'était juste pour l'argent, je serais resté dans l'ingénierie. Où je gagnais, nettement plus. D'accord? Donc voilà, hein, c'est aussi pour faire, ce qui me plaît, j'avoue, c'est une passion et puis, parce que je fais ça de façon désintéressée. Moi, ensuite, j'ai été obligé de monter un appel aux dons pour, financer ma défense, hein, parce que ces conneries, nous coûtent des milliers d'euros par procédure, hein, N'en rien qu'en déplaise première instance. à ceux qui pensent le contraire, quand on est pauvre en France, c'est compliqué de se défendre, en justice Alors, parce que ça coûte de c'est l'argent même un quand même. sujet, hein, de société, hein, je pense, hein, parce que justement, il y a eu un règlement européen qui est passé de renforcement de protection des lanceurs d'alerte et pour lutter contre les procédures bâillons. Oui, Enfin, ça va sans doute quand même pas assez loin, donc on est obligé de monter des cagnottes. Celle-là, tu sais de quoi je parle oui. et mais c'est pas ça qui m'arrêtera. Je veux dire, moi, je reste serein, déterminé, patient, comme je l'ai toujours été et ça continuera, hein, Et puis, voilà. voilà, enfin, qui te paye l'une des réponses à qui te paye sera normalement Didier Raoult. Eh bien, ça, c'est une bonne question parce que justement là, apparemment, il me doit 2 000 €, mais il a fait appel. Ouais. Donc voilà, ça va en appel, ce qui fait que je réserve sans doute une petite surprise pour la semaine qui vient en réponse judiciaire et ça prouve aussi quoi? Ça prouve que déjà, bon, l'inspection générale des affaires sociales, dans son rapport, a montré que au moment du rapport, il y avait déjà 94 500 € d'engagés par l'IHU et non pas des poches de Didier Raoult lui-même pour les poursuites de Didier Raoult. Donc forcément, c'est déjà plus facile, hein, d'être quérulent et de lancer des procédures contre un peu tout le monde quand, c'est pas les sous, de la personne en question mais les sous des autres et puis, la preuve que ça l'arrête pas trop et ça, je me suis exprimé, hein, et j'en veux absolument pas, à aucun magistrat, au monde de la justice qui fait ce qu'il peut avec les lois existantes et avec, les moyens qu'on lui donne. Mais il se trouve que c'est pas normal qu'un innocent, puisque j'ai été reconnu innocent, en ait encore quand même malgré tout pour son argent. 2 000 €, ça ne couvre pas, les frais de cette procédure rien qu'en première instance et pourtant il va en appel. Donc on va continuer et puis il y aura encore d'autres choses parce que je te le révèle, mais je l'avais déjà soufflé dans le récit de l'audience. Ses avocats ont parlé peut-être au total, 1 h 30 en cumulé
pour me diffamer et me calomnier. J'ai pas répondu, j'y répondrai en temps et en heure dans l'endroit où il faudra. Et au passage, pour dire qu'ils ont lancé plusieurs autres procédures contre moi, ils m'accusent d'absolument tout et n'importe quoi. Donc Ok. j'imagine Il y qu'il y a aura d'autres encore plaintes, d'autres c'est choses à ça? venir. Pardon? Tu as d'autres plaintes qui risquent Oh de... ben, c'est ce qu'ils ont annoncé, Ah ça d'accord. m'étonnerait pas. Quand, vous avez, Bon Sens là, qui lance des procès même contre Bill Gates et puis bientôt j'imagine, je sais pas moi, contre des extraterrestres et qui, a 2 millions d'euros et c'est de leur propre aveu. Bon, j'imagine qu'ils vont s'arrêter que quand ce sera dissuasif. Bah, C'est-à-dire pour que l'instant, voilà. ils ont un modèle économique qui consiste à faire du scandale, à faire un Bah procès, oui, à le perdre, à se plaindre, à récolter de l'argent des gens qui disent: «Ah, on vous soutient» et à voilà, recommencer, c'est hein. ça. Mmh. Et ça, là-dessus, il faudrait un changement de loi pour que les magistrats puissent s'appuyer sur autre chose. Alors, déjà, à mon avis, peut-être, il pourrait y avoir plus souvent retenir la mauvaise foi du plaignant pour le condamner à l'abus de constitution de partie civile, ce Oui. qu'on avait demandé, nous, avec mon avocat, ce qui permet des sanctions financières plus lourdes et plus dissuasives. Parce que pour ce type de plainte bâillon, bah oui, c'est David contre Goliath, c'est toujours la même chose. C'est soit des grandes entreprises, soit des gens riches, soit des instituts fortunés, des associations qui ont collecté des sommes colossales. Et évidemment, condamné à 2 000 euros, non seulement ça rembourse pas totalement le prévenu intégralement relaxé, mais ça n'a pas l'air dissuasif pour eux, ils continuent. Donc il faudrait vraiment un jour une sanction dissuasive qui siffle la fin de la partie, on verra. D'ailleurs, au passage, s'il va en appel, il prend aussi le risque d'être condamné plus lourdement, hein. Bon. Mais effectivement, ça, c'est un point qui me concerne pas Enfin, il va spécifiquement. en C'est un appel point en de. étant le plaignant, donc est-ce qu'il peut être condamné, enfin, il peut être condamné à payer plus, Ben en oui, par frais, voilà, exemple. ouais, bon, OK. Bon, voilà, en tout cas, c'est compliqué, donc tu as une cagnotte, et j'invite les gens à aller regarder sur Twitter ton compte pour, s'ils veulent te donner un coup de main là-dessus, parce que tu n'as encore, pour tes frais pour l'instant. Passons à la partie sur le procès. Alors, la plainte est déposée en 2022, ça prend du temps. En mars 2024 se tient l'audience. Alors, est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé entre-temps, ou est-ce qu'on attaque avec l'audience? Alors, là, c'est une simple plainte en diffamation et injure publique, donc c'est plutôt simple comme dossier. Il y est allé avec constitution de partie civile, donc pour expliquer aux téléspectateurs, dans ces cas-là, le procureur ne vérifie que ben, l'existence des faits, mais pas la qualification pénale. Comme j'ai reconnu parfaitement mon identité à la justice, hein, moi j'étais sous pseudo pour éviter un petit peu, un minimum, les gens qui me menacent de mort et appellent au meurtre contre moi 10 fois par jour, Oui, c'est mais évident. j'ai jamais caché mon identité à la justice, contrairement à d'autres, n'est-ce pas? Et évidemment, j'ai reconnu au juge d'instruction que c'était moi qui avais écrit ce fil, etc. Donc le dossier est très simple. Il y a quelques tweets où j'ai dit ça, on me reproche tel propos, je dis que c'est moi qui les ai écrits, hop, c'est renvoyé. Ensuite, il y a l'offre de preuve qui est envoyée par mon avocat, c'est uniquement les documents qui appuient ce que j'ai dit, mais de toute façon, c'était déjà sourcé dans chacun des tweets de mon fil, parce que tu vois bien que je source chaque fois ce que Oui, je là, dis. si tu, enfin, tu es très méthodique. Tu es Bah oui, c'est psychologiquement c'est peut-être ça aussi qui fait que. incapable de dire un truc sans nous fournir 4 sources à Ah l'appui, ben, si et c'est on me bien. demande des fois, ça m'arrive sur un tweet de ne pas tout de suite citer la source, mais enfin si je l'ai déjà citée avant et si on me la redemande, je la redonne. Enfin voilà. Et là, dans ce fil-là, je sourçais tout. Donc j'ai fourni l'offre de preuves qui sont les simples documents qui attestent de l'authenticité de ce que j'ai dit. Et puis, ensuite, il y a, le procès qui arrive, qui est fixé au 1er mars 2024 et donc, la tradition veut que ce soit la partie adverse, donc les avocats d'Idiarout qui envoient leurs conclusions, c'est-à-dire leur mémoire en attaque, entre guillemets, qui nous le font parvenir ainsi qu'au juge. Et nous, on doit envoyer nos conclusions en défense, mon avocat. Mhm. Et il se trouve qu'évidemment, alors Didier Harout l'a déjà fait 2 fois de suite pour Alexander Samuel, par exemple. Ils envoient leurs conclusions la veille à minuit moins 5, tu vois, des choses comme ça, Des petites, où ils demandent un report au mm. dernier moment ou le jour même de l'audience. Donc tu te déplaces, tu as payé l'hôtel, le train, Ils font des crasses, quoi. l'hôtel pour ton témoin en défense, etc. Puis ils font. Donc en gros, c'est pour épuiser les gens financièrement, hein, c'est le but.
Et là, il ne s'est pas passé ça. Parce qu'en fait, 2 jours avant l'audience, on reçoit enfin les conclusions de la partie civile, 268 pages pour 5 tweets, quoi, hein. Voilà. Alors, mon avocat, je ne vais pas dire les échanges que j'ai eus avec lui parce qu'il m'a dit ça, vous le gardez confidentiel, Ton même si j'ai avocat, je aucun le dis problème aux avec. gens, c'est Maître Eolas sur Twitter. Ouais, enfin, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dit non, mais là, de toute façon, on y va quand même. On a produit nos conclusions à nous, bien plus courtes, puisque dans leurs conclusions, tout comme lors du procès, 95% du contenu de ce qu'ils ont dit ou écrit était hors sujet de la plainte initiale. Or, en diffamation et injure publique, la plainte de départ fixe irrévocablement les termes du débat. S'ils avaient quelque chose d'autre à me reprocher, il fallait le dire au départ. Donc, hop, évacué. Voilà. Et on a répondu uniquement sur l'objet de la plainte. Et ça s'est passé, je dirais, à peu près de la même façon au procès, mais en plus, ce qui a été assez surréaliste, et c'est là où je me suis dit, il faut que je prenne des notes très précises de tout ce qui s'est passé, parce que quand on m'a dit, quand des gens de justice, des gens de droit expérimentés m'ont dit, on n'a jamais vu ça, je me suis dit, ça peut être pédagogique de raconter cette audience, tu vois. Ouais. Donc voilà, Parce que l'audience, c'est le 1er mars. Donc ça se le passe à 1er Paris. mars, ça se passe non à Marseille. J'étais pas vérifié. Ça se passe à Marseille. Qui est présent? C'est quoi l'ambiance dehors? Parce que bon, la presse était là un petit peu, on a eu des retours. C'était un petit peu chaud, c'était un peu... Il y a eu du chahut. La présidente du tribunal a dû rappeler à l'ordre plusieurs fois. Des gens montaient sur les tabous, sur les tables ou sur les bancs pour prendre des photos ou filmer, alors que c'est strictement interdit, hein. Quand vous entrez dans une salle d'audience, votre téléphone doit être éteint et vous êtes sage. Et puis quand il y a du brouhaha, il y a des agents de police et puis on vous met dehors, hein. C'est pas une cour de récré. C'est un lieu où on se Ah, tait, c'est quoi. ça. Alors, tu sais que déjà, quelques semaines avant l'audience et jours avant l'audience, il y a certaines personnes bien connues sur Twitter, multi-poursuivies déjà, qui prennent les tribunaux pour des stades de foot, donc Ouais. qui annoncent longtemps On à a l'avance Monsieur le teasing, Chabrière qui a multiplié les outrances et les provocations en amont en disant notamment. Raoul va vous écraser. Enfin, c'est ce niveau-là, c'est le niveau de la brute de troisième qui veut martyriser les petits Ouais, sixièmes. alors, Voilà. je sais pas, on verra. Là, les propos t'appartiennent de toute façon. C'est moi Il qui est parle. multi-poursuivi, C'est on moi qui verra parle. bien. S'il veut me poursuivre, il fait ce qu'il veut. Je trouve que son comportement sur Twitter, sur les réseaux Mais en général, voilà, il m'a alors, même insulté personnellement. Il y a, on n'est pas sur un conflit où on pourrait se dire il y a des gens qui ont une opinion sur un traitement et enfin des gens ont une autre opinion et puis bon bah ça dégénère un peu mais on règle ça de manière digne. C'est indigne de A à Z en fait de leur côté. ah Donc oui, je ça a le dis. été incroyable ce qui s'est passé. Alors, pour donner une petite idée, c'est romanesque. Faut aller voir le fil que j'ai fait Oui. qui a assez bien buzzé sur le récit de l'audience, que je Mais l'ai on va reprendre raconté ça parce que bout voilà, par bout. les gens qui n'aiment pas aller sur Twitter ou sur X maintenant, voilà, si tu peux nous raconter dans les grandes lignes Voilà, je vais les essayer éléments d'être marquants. court, Ouais. alors que l'audience a été interminable. Donc déjà, il est venu, alors forcément, il avait son comité de soutien, hein, avec les pancartes anti-vax et tout ça, des gens, tu sais, très, très polis, très calmes, enfin, tu vois ce que je veux dire, Voilà. qui m'accueillaient. Et la salle était comble, hein, ça doit faire 60-70 places, quelque chose comme ça. Et puis, comme tu l'as dit, il y avait d'abord une autre audience avant la mienne, donc j'étais forcément à ce moment-là dans les bancs du public avec d'autres. Et là, Madame Costagliola, mon témoin en défense et moi, on s'est fait copieusement insulter ou diffamer ou dénigrer pendant une bonne vingtaine de minutes. On a pris de tous les noms, des injures andiphobes, des attaques sur le Donc masque ça, que tu portait peux Madame nous expliquer, c'est quoi? Costagliola. C'est des gens dans les bancs derrière, à côté, autour, que tu entends t'insulter, ils parlent entre eux ou ils s'adressent à vous quand Ah vous... non, il se retournait, hein. J'ai cité qui le faisait, entre autres, dans mon récit. Je vais pas le dire maintenant pour pas leur faire de pub. Mais voilà, il se retournait en permanence et puis il me sortait des trucs du genre, ça fait quoi d'être dépressif? Faut aller voir un psy. On est à Marseille bébé. Ça va bégayer tout à l'heure. Bientôt le bracelet électronique.
Je vais pisser, tu surveilles, il y a des voleurs, en me pointant du doigt. Et puis à madame Costigliola: «On met le masque, on a peur», alors que bon, on comprend bien que c'est sans doute une personne à risque, je peux pas en dire plus. Voilà, c'était très élégant, très élégant. Voilà. Ouais, Alors il y bon. avait aussi les gens qui montaient sur les bancs, qui voulaient prendre des photos ou vidéos, que la présidente du tribunal a dû reprendre plusieurs fois. Le procureur a dû interrompre pour demander à la présidente d'intervenir. Il y a eu madame Costa-Iglia qui, quand elle est venue témoigner, a d'abord dit: «Vous savez, je dois vous dire, madame la présidente, il y a quelqu'un qui me diffame en direct en ce moment même sur les réseaux sociaux. Il est ici même dans la salle. C'est monsieur Azalbert qui tweete ceci sur moi». Enfin voilà, c'était surréaliste, c'était complètement surréaliste et ça a duré. La présidente avait demandé aux avocats d'être courts parce qu'il y avait déjà du retard. Elle avait demandé 45 minutes à 1 heure et bah, c'était pas de ma faute Bon, ni de mon demander une avocat. heure d'audience pour une affaire avec des personnages pareils, c'était un petit peu imprudent de leur part, hein. Je trouve que c'est audacieux. C'est Ouais. audacieux, il y en a dans la salle qui sont déjà multi-poursuivis, ils se sont bien fait remarquer. Encore un mot quand même sur Chabrière, parce qu'il est quand même il est cité plusieurs fois. Heu, il a balancé une comparaison avec c'est quoi? Avec Dutroux, c'est ça la phrase? Oui, alors il a dit à madame Marc Dutroux. Costagliola, ma témoin, il a dit: «Et bientôt un film avec Marc Dutroux». Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il accuse madame Cosseglia d'être une criminelle pédophile? Alors en Et fait, elle fait des c'était films avec des peut-être, criminels? Enfin, c'est quoi le truc? écoute, tu sais, je vais pas laisser passer, hein, j'en dis pas plus, mais il y aura des suites à ça, hein. Ouais. Donc c'était peut-être en référence au fait qu'avant il y avait une audience qui concernait quelqu'un, dans lequel où elle avait participé au film État de choc. Elle avait témoigné dans le film État de choc Mmh. et donc peut-être que c'était lié à ça, j'en dis pas plus. C'est bizarre. Enfin, en tout cas, heu, ils auraient je veux dire, c'est des gens qui sont diplômés, qui sont docteurs en ceci, en cela, qui font des papiers, qui sont des fonctionnaires, qui pourraient se comporter bien. Heu, Ça reste un Évidemment que toi, mystère. tu fais des choses qui leur déplaisent. Je veux dire, on va pas être angélique. Qu'ils te détestent, on peut pas leur en vouloir. On peut pas Non, aimer tout le monde. Ils ont le droit de trouver que ce que tu fais, c'est pas bien. c'est pas Et illégal. de la même manière générale, quand moi je croise Xavier Azalbert dans un tribunal, bah, je lui parle pas ou s'il me dit bonjour, s'il a pas fait, je lui dis bonjour. Je vais pas commencer à l'insulter, à lui dire d'aller voir un psy ou quoi que ce c'est il y a quand même un niveau de respect des humains pour des gens qui, en plus, travaillent dans le soin et la santé. En soi, c'est très parlant. C'est Incroyable. pour ça que je voulais que tu nous Incroyable parles, parce parce que que c'est révélateur de quelque chose. quand madame Costagliola portait le masque, les gens comprenaient bien que peut-être on pouvait supposer qu'elle était personne à risque et donc Oui. on s'abstient de faire ce genre de remarques sur son port du masque, je veux dire, hein, Et quand voilà. bien même, C'est je un veux dire, minimum. elle porte un masque, elle porte un masque. Ça n'appelle aucun Voilà, commentaire. ça regarde personne et pour des gens qui effectivement, comme tu dis, travaillent dans le domaine de la santé ou voilà. Alors il y a un autre truc en plus qui est incroyable, c'est que mon avocat a lu à la présidente les propos tenus contre moi et madame Costagliola par monsieur Chabrière Voilà. et au lieu de nier, il a répondu: «Oui, mais parce que derrière, c'est pire». Donc il a même, admis avoir tenu ces propos. C'est Et ça, j'aimerais qu'on c'est fasse une surréaliste. pause quelques instants. Voilà. Ton avocat, je redis, hein, lit les propos que tu nous as cités à la présidente. La présidente se tourne vers monsieur Chabrière. Il dit: Mmh. «Oui, je l'ai dit», mais à côté, ils disent pire que moi. Voilà. Et c'est quelqu'un qui passe son temps à considérer que tout le monde est bête sauf lui, hein. Alors en tout cas, pour te dire, si je te dis ça et que je te dis que j'y donnerai des suites, c'est que je fais très attention à ce que je dis. J'ai Tu as d'abord raison. tout revu avec mes avocats pour te raconter tout ça. Il y a eu des témoins. Mon avocat lui-même l'a écrit sur Twitter. Oh, enfin, je veux dire, et puis Oui, bon, j'en dis c'est pas avéré. plus. J'ai aussi d'autres bonnes preuves. Pour, de toute façon, ça suffirait largement. Oui, Donc voilà, de toute façon, ça, je l'ai déjà écrit hein, dans mon compte rendu d'audience, préalablement relu par mes avocats ouais. pour donner une idée de l'ambiance du procès. Et ensuite, après, il y a eu mon audience, celle qui me concerne et qui concerne Didier Raoult. Et là, eh bien, la présidente avait demandé à ce que ça dure pas plus de 3/4 d'heure, 1 heure. Moi, j'ai parlé 2 minutes 30, mon avocat peut-être en tout cumulé, allez, 10-15 minutes.
Didier Raoult, lui, j'ai été gentil, j'ai dit 30 minutes dans l'Express, ça devait plutôt approcher 50 et ses avocats, bien plus d'1 heure 30, hein. Au total, l'audience a duré 2h45. J'ai bien senti que beaucoup de gens étaient pas très contents de pas pouvoir aller déjeuner avant la suivante. Ouais. Donc, il y a aussi eu, on peut dire maintenant, Didier Raoult s'est barré pendant que ton Ah oui, avocat ça aussi, parlait. Et donc, enfin, quand tu viens porter plainte et que tu demandes à un tribunal, à des magistrats qui sont présents, c'est le travail, de porter un jugement sur ton affaire, tu fais en sorte de ne pas passer pour un sale connard qui méprise leur travail. Tu fais en sorte qu'ils. ouais, Donc, alors c'est là que. pareil, Voilà. là, les mots t'appartiennent, mais en tout cas, c'est J'assume tous mes surprenant. mots, moi. Je ne te mets pas les mots dans la bouche, évidemment. Je parle. Euh, Tu fais en sorte que ça se passe bien pour que il n'ait aucun grief contre toi, pour qu'il soit parfaitement capable de juger Ah l'affaire oui, sans être biaisé. bah oui, tu respectes Et le ce tribunal. personnage Et d'ailleurs, quitte en faisant du bruit la salle, et la présidente est obligée de faire une remarque là-dessus. C'est fou. c'est incroyable parce qu'il y a eu son comité de soutien qui est parti, pendant que je crois que c'était mon avocat qui parlait, qui faisait sa plaidoirie ou qui posait des questions à Didier Raoult, je sais plus. Donc son comité de soutien est parti bruyamment, apparemment assez mécontent, du déroulé de l'audience et Didier Raoult est parti aussi, après les questions que lui a posées mon avocat et quand, ces gens sont partis, la présidente, a fait remarquer que c'était, un non-respect inacceptable du tribunal, je crois, c'est exact ces mots-là. Voilà. Donc, je le rappelle C'est aux gens surréaliste. qui vont assister à des affaires, parce il y en a eu dans le sac, il y en aura encore. On n'a rien. Tout s'est toujours bien passé, mais évidemment, ne venez pas foutre le souk, ne venez pas insulter les gens du camp d'en face. Vous vous comportez bien, le tribunal fait son travail. Alors, on a évoqué Madame Costagliola, tu le dis dans ton film, mais en 2 mots, qu'est-ce qu'elle est venue dire, cette dame? Parce que toi, en quoi elle est concernée par le fait que Didier Raoult fait n'importe quoi et que quelqu'un avec un brevet des collèges peut se rendre compte? Ah, c'est très simple. En fait, hem, j'avais, je crois, 8 ou 9 témoins en défense écrits. Donc c'est tous des chefs de service, chefs de pôle, professeurs d'université, professeurs de médecine, directeurs de recherche CNRS ou INSERM et cetera Il n'y a pas un seul et prof de collège dans tes témoins. ah non, il y a pas de prof des collèges, ouais et qui ont tous écrit d'ailleurs, hein, que, mon travail était d'utilité publique et nécessaire, heu que, ils me qualifient de lanceur d'alerte à leurs yeux, que j'ai fait le boulot que d'autres devaient faire, de par leur fonction et n'ont pas fait. Oui. Il l'écrit noir sur blanc tout ça, hein, et que tout ce que j'ai dit et écrit était vrai et sourcé et madame Costa-Gleula a accepté de venir aussi, non seulement en témoin écrit, mais en témoin oral en défense à l'audience, pour parler principalement de l'étude Gautret et al. Pour, Heu, en tant que biostatisticienne et épidémiologiste qui est, elle est une sommité mondiale dans ce domaine, hein. Elle Oui. est membre de l'Académie des sciences, elle est grand prix INSERM, elle est vice-doyenne déléguée à la recherche de la plus grande fac de France. C'est modeste, hein, elle se Pour ceux présente pas qui comme adorent ça les elle, CV, bizarrement. là, on a quelque chose de très, très, très solide. Alors, voilà, madame Costaglione est très modeste. Elle dit pas tous ses titres, hein, contrairement à d'autres, mais elle, c'est long comme le bras son CV, hein. Et j'ajoute que Elle est voilà, mondialement c'est révélateur. Les vrais experts sont pas ceux qui passent leur temps à vous dire à quel point ils sont experts. exactement. Et regardez bien qui fait ça. Voilà, Donc elle est directrice de recherche, émérite, émérite. INSERM à la base, hein et en fait, elle venait en tant que, grande experte épidémiologiste et biostatisticienne, analyser la publication Gautret et al. Que je critiquais, dans les tweets qui m'étaient, reprochés par Didier Raoult Mm. pour montrer qu'effectivement, selon elle, bah, les tests PCR ne pouvaient avoir été que falsifiés. Ça, c'était un point. Ouais. Un point qui m'a été beaucoup reproché d'avoir écrit ça et puis aussi, elle a insisté sur, le fait que Didier Raoult avait déjà été, interdit de publication scientifique pendant 1 an en 2006 pour fraude scientifique suspectée très fortement, Oui. dans une autre publication scientifique. Donc en gros, pour montrer qu'il y avait déjà un contexte de fraude scientifique suspectée, heu de Didier Raoult. Donc elle est venue pour dire ça. Évidemment, donc, sur quels éléments de l'interrogatoire tu veux t'arrêter pour
rendre compte aux gens de ce qui s'est passé? Parce qu'on ne va pas refaire et non, les 2h40. Non, non, ouais, j'invite les téléspectateurs à aller voir mon fil qui détaille tout le récit, parce que c'était donc interminablement long. Mais Mais alors, à bon, part, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme question clé? Et après, si tu veux nous dire voilà, 2 petits mots sur ce que Raoult est venu raconter, parce qu'il a pris la parole, oui, 40 minutes, pourquoi faire, quoi? oui, alors justement, donc à part le fait que Didier Raoult a parlé très longuement pour parler de tout un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec le dossier. Il a même dit que parmi les 10 plus grandes découvertes de toute l'histoire de l'humanité, il y en avait une qui venait de lui. Enfin bon, bref, ça partait dans tous les sens. Il parlait des effets secondaires des vaccins, de l'ARN dans les vaccins. Ça partait dans tous les sens. Je te passe les détails. Ça Ouais. n'avait rien à voir avec le dossier. Et puis ces avocats qui ne faisaient que me diffamer sur des trucs qui, pareil, n'avaient rien à voir avec le dossier. Et puis même presque tout le temps, je comprenais même pas de quoi ils parlaient. Donc j'y répondrai en temps réel, hein, mais c'était pas le sujet du D'accord. moment. On Il suivra y a ça de eu près. 2-3 moments assez croustillants où, par exemple, Didier Raoult a dit que je faisais partie des No Fake Med, qui était un groupe d'enflure. J'ai cru voir un ou deux assesseurs froncer les sourcils. Moi aussi, je t'avoue. Oui. Tranquillement comme ça, hein, et donc après mon avocat, quand il avait la parole pour poser question à Didier Raoult, il a dit: «Monsieur Raoult, vous avez bien qualifié mon client d'enflure». Alors là, il y a eu un petit blanc quoi, ça a pataugé niveau réponse, Mmh. voilà. Et puis aussi, il y a eu la fois où, mon avocat a posé la question à Didier Raoult: «Mais avez-vous bien été interdit de publication scientifique Ah pendant un oui. an en 2006 Écoutez bien. pour fraude scientifique, fortement suspectée?» Et là, la question lui plaisait pas trop quoi, hein, donc il Non. s'est énervé: «Écoutez, ça suffit, je réponds plus à vos questions». Puis juste avant, «Vous n'êtes pas médecin, moi je suis médecin, je vais vous expliquer». Et mon avocat lui a seulement dit: «Vous savez, madame la présidente a dit: "Il faut que ce soit court, c'est juste oui ou non"». Elle a dit: «Je ne réponds plus à vos questions», tout. Puis et voilà, le problème, c'est qu'il est dans un tribunal et si il veut parler, la loi l'oblige à répondre aux questions, en fait. Et ça, Et j'ai eu donc l'impression qu'il n'était pas habitué. la J'ai l'impression que c'était nouveau pour lui. la présidente lui a dit: «Monsieur Raoult, il faut répondre à la question». Je crois me souvenir que la présidente, lui a dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Oui. S'il avait voulu, si tu veux, en fait, la loi dit que si tu es le plaignant et que tu décides de prendre la parole, si j'ai bien compris la loi, alors tu dois accepter de répondre aux questions Oui, de tous les avocats et de la présidente. bien sûr. Voilà. Donc voilà et ça révèle bien un truc, c'est qu'il est venu, heu, refaire encore une fois sa légende personnelle et il n'a jamais accepté de débattre, de discuter avec madame Costagliola comme, voilà, c'était prévu devant le parlement, je ne sais plus devant quelle chambre. Il y a eu des débats, il fut un temps et il avait refusé d'aller face à des gens qui l'insultaient et on constate qu'au Exactement. tribunal, eh ben, il veut pas répondre et il insulte. Et donc évidemment, rien ne tient dans la posture de Didier Raoult et c'est un des mérites de ce procès bon, on le savait déjà, mais on a une démonstration nouvelle et peut-être que la justice va pouvoir, en faire quelque chose de tout ça. C'est incroyable, hein, et en fait, tu vois, comme tu le disais, l'effet Streisand, l'effet boomerang et tout ça, tu vois, il vient même pas de moi, si tu veux. C'est pas moi qui ai déclenché la poursuite judiciaire, il encombre, moi, à mes yeux, hein, il encombre la justice parce Oui, qu'il y a pas que moi, hein, il y a je sais plus combien de procès qu'il a lancés. Il encombre la justice quand ce que j'appellerais des vraies victimes, attendent, le procès de leur agresseur, des victimes de violences intrafamiliales, enfin, pour moi, j'en ai les larmes aux yeux quand j'y pense, hein, parce que franchement, enfin, voilà, c'est la justice française avec les moyens qu'elle a actuellement, je suis désolé, enfin, elle est pas faite pour ça, quoi. oui. Et c'est quand même surréaliste parce que, comme tu le disais, il y a eu un effet boomerang, un effet Streisand colossal. C'était désastreux pour son image et pourtant tu remarqueras que c'est lui qui a lancé le truc, comme tu le disais au départ. Et les questions de mon avocat, mes réponses très courtes à la présidente, elles étaient dépersonnalisées, tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a même pas cherché, en fait, moi j'ai trouvé que il détruisait lui-même son image en montrant sa façon de répondre ou au contraire de ne pas répondre justement et de s'énerver.
Mais disons que c'est quelqu'un qui, et là encore une fois, c'est moi qui parle, qui a construit sa carrière sur un type de comportement toxique où il a jamais eu de retour de bâton. Il a jamais eu Alors aucun bon, obstacle dans sa vie, il a toujours gravi les échelons en étant quelqu'un qui se comporte comme ça, qui se comporte mal, qui détruit les gens autour de lui et personne n'ose rien dire, personne n'ose témoigner sauf, sous l'anonymat lorsque, des journalistes viennent, toquer à la porte, des années plus tard. Donc il y a un climat de terreur autour de ce type-là et là, et bah, là, le il y avait la terreur n'a pas de voix au chapitre dans ce tribunal ce jour-là. Donc en fait, je pense qu'il non, ne s'attendait pas à ce que pas d'un fait seul pour. coup, on le traite comme n'importe qui. En plus, là, justement, c'est important l'égalité des citoyens devant la loi et la justice. Eh oui. Et là-dessus, ça, tu vois, ça me fait un peu monter les larmes parce que j'admets, hein, j'ai quand même, franchement, je suis assez scandalisé hein, quand même de cet encombrement de la justice pour ces affaires-là. La justice n'est pas faite pour ça, quoi, je veux dire. Hein. Il pouvait répondre factuellement aux choses sourcées que je disais sur Twitter. Bien Si sûr. vraiment il m'accordait autant d'importance que ça, je veux dire. Parce qu'en plus, moi, j'en fais même pas une histoire de personne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je source ce que je dis, et mon but, c'était que les gens se précipitent pas sur ce traitement inutile et potentiellement dangereux. Point. Peu importe Didier Raoult ou autre, d'ailleurs. Et quand bien même Et il aurait eu donc, raison, bah, c'était important qu'il puisse se défendre contre les critiques que exactement. tu formules et c'est pas ce Et qui a c'est été fait. pas, les tribunaux sont pas faits pour ça. Il y a des vraies victimes qui attendent, j'insiste bien. Alors, du coup, le 14 mai, il y a eu un verdict. Est-ce qu'on passe au verdict? Voilà. Donc le verdict, alors, il a été totalement débouté de ces accusations d'injure publique. Mmh. Il disait que, ça c'était le tweet où il disait que je l'insultais quand je disais qu'on atteignait le sommet de la nullité scientifique, je crois, si je me souviens de mes propos dans le tweet, à propos d'une publication scientifique, tiens-toi bien, sur le rôle des porcs dans la propagation des épidémies à partir de l'exemple d'un seul marin arrivé en avion. Les ports Faut pas PORT, que donc les zones portuaires. Voilà, donc ça a débouté. Pour les 5 ou 6 autres tweets où là, il me poursuivait en diffamation, 4 des 5 ont été totalement, il a été totalement débouté et il y a un tweet litigieux, Débouté dans le sens où on considère que les propos n'étaient pas diffamants, c'est ça? pas diffamant, rien à reprocher de quoi que ce soit. Mmh. Et il y a un tweet litigieux, c'est celui où je dis que les tests PCR de Voilà. l'étude Gautret et al. Sont falsifiés. Alors là, malgré notre offre de preuves et notamment l'article de Mediapart qui titre les équipes de Didier Raoult dénoncent les falsifications de leur patron et dans l'article, ce sont les témoignages de médecins biologistes ou techniciens biologistes du propre laboratoire d'analyse de Didier Raoult qui le disent, plus le témoignage de Mme Costiglione et plusieurs autres choses. La juge, la présidente, a considéré que les propos étaient litigieux. Alors il faut savoir en droit, c'est important, je me suis fait réexpliquer en détail par mes avocats, Mmh. que là, il y avait une accusation extrêmement précise et que donc, quand on porte plainte en diffamation, il faut, pour obtenir l'excuse, l'exception de vérité, pas seulement que la chose soit vraie, mais que la preuve soit parfaite et corrélative. Bon, moi, je pense que la preuve reste parfaite et corrélative, mais on verra en appel. Par contre, si la juge considère que malgré tout, il y a des éléments suffisants pour penser de façon tout à fait vraisemblable que les propos sont authentiques, sans que, par exemple, on ait un flagrant délit, tu vois, ou des aveux Mmh. de la personne qu'on accuse, alors on prend l'exception, l'excuse de bonne foi. Alors il y a eu beaucoup de délire sur Twitter sur le fait que les gens croient que quand on lit bonne foi, ça voudrait dire ouais je me suis trompé mais c'est pas grave alors on me relaxe. Alors non non en fait la justice elle dit pas ça. Hein. Si elle relaxe de bonne foi, c'est parce qu'elle considère que c'est basé sur une base factuelle suffisante. C'est-à-dire que j'ai sans doute quand même bien dit la vérité aux yeux de la juge. Alors ça, on peut s'arrêter juste 30 secondes pour dire que, pour rappeler un truc fondamental.
Les tribunaux ne sont pas le lieu où on dit la vérité scientifique. Oui, Il c'est arrive ça. régulièrement que des juges accordent des dédommagements à des victimes et pourtant, la preuve scientifique du lien de causalité entre, les produits qu'ils accusent et leur état n'est pas fait. Mais en Tout à fait. justice, il n'y a pas que la science qui compte, il y a plein d'autres paramètres et donc c'est un métier qu'il faut respecter. Mais en tout cas, la vérité scientifique n'est pas l'objet et heu, quand Raoult sera condamné de ceci ou de cela, ça ne sera pas la preuve que ces Non études plus. sont fausses. Donc dans un sens C'est comme dans ça. l'autre, on demande au tribunal de rendre une décision technique sur une question précise de diffamation ou d'insulte ou de quoi qu'est-ce, et il répond uniquement là-dessus. Et autour, évidemment, la plupart des gens font l'amalgame entre leur camp et puis la plainte que leur camp défend, et quand la plainte est déboutée, hop, on considère que le camp de face a gagné. Donc, ramenons un petit peu l'église au milieu du village. Ce procès n'est pas la preuve que Didier Raoult a falsifié ses tests PCR. En revanche, l'avis des experts sur le sujet, ça, c'est une preuve assez solide que ces tests ont Tout à été fait. falsifiés. Parce qu'il y a aussi, le fait qu'il a toujours refusé de fournir, et de montrer les dossiers patients au médecin inspecteur de l'Inspection générale des affaires sociales. C'est écrit dans le rapport d'enquête. Ouais. Alors qu'il proclame tout le temps qu'il a un rapport d'huissier, mais le constat d'huissier, ça porte rien de plus, mais j'en parle pas plus ici. Et puis un huissier, Et c'est donc pas là un aussi, expert ça appuie scientifique les d'un choses. sujet. Et l'huissier, il peut très bien ne pas savoir où faut Non, regarder mais quand. voilà, Voilà. l'huissier, il constate ce qu'il voit, c'est tout. Voilà. Alors, ça dessus, d'ailleurs, je garde pour moi encore, certains détails. Mais, en gros, effectivement, la justice est là pour constater s'il y a un délit ou pas. Elle est pas là pour juger de la vérité scientifique ou pas. Ça, c'est le travail des experts, des corps d'inspection, qui ont eu lieu, hein, et qui ont bien écrit noir sur blanc les choses. Ouais. Des sociétés savantes, de la communauté scientifique dans ses avis, de sociétés savantes, d'académies de médecine, d'académies des sciences. C'est ça leur rôle, effectivement. Par contre, il se trouve que c'est quand même assez plaisant, je dois dire, de constater qu'une juge, sur la base des offres de preuves que j'ai fournies, qui sont des documents journalistiques, mais aussi des documents scientifiques et d'expertise, et sur la base du témoignage d'une grande experte scientifique, a constaté que la base factuelle était suffisante pour estimer que je disais très probablement la vérité. Et ça, c'est quand même important à signaler. Alors, le procès est fini. Raoult va sans doute faire appel. C'est déjà fait ou Oui, pas il l'a encore? annoncé, ses Voilà. avocats l'ont annoncé, Bon, donc donc moi je ça, on peut réserve une lui petite faire confiance surprise. là-dessus. Il va faire appel. Bah, nous, on va suivre l'affaire. Comme c'est Marseille, c'est loin, je vais pas pouvoir venir à l'audience, mais on suivra l'affaire évidemment. On va passer en troisième partie, on va un peu faire une défocale, on va prendre du recul pour ne pas s'arrêter uniquement à la personne de Raoult, mais parler un peu de ton travail et de ta démarche, parce que c'est important de voir ce que tu fais au-delà de... Tu n'es pas en train de t'attaquer à... Enfin, t'es pas un roquet qui mord le mollet de Raoult de manière... voilà, enfin, tu fais un travail d'information. Est-ce Ah, que c'est tu ça. as un mot de la fin sur le procès ou un élément en plus à nous dire sur son déroulé, sur les gens qui étaient là ou sur la conclusion ou Non, sur non, l'avenir? simplement, voilà, j'ai déjà dit, mon message principal, c'est déjà, bon, il y a une réflexion à avoir globale sur la justice en France, mais aussi peut-être les lois, tout simplement, à mettre à disposition des magistrats. C'est-à-dire que c'est quand même pas normal quand on est innocent, qu'il reste des sous à payer. C'est pas normal, qu'il nous reste des frais de justice qui sont pas totalement couverts par les Voilà. dédommagements. C'est pas des Heu sommes et 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 aussi dérisoires. pour ce type de plainte bâillon du David contre Goliath, que ça continue et que ça encombre la justice alors qu'il y a des, victimes de choses très graves qui attendent depuis des années le procès de leur agresseur, de leur, voilà, Voilà. et leur agresseur présumé, hein, soyons prudents, je respecte la présomption de l'innocence, et ça, c'est pas normal, y compris aussi pour les prévenus d'ailleurs qui attendent trop longtemps, hein, c'est important de le dire, heu et ça, moi, ça me révolte, et donc il y a ces 2 problèmes, hein, que des innocents soient quand même pour leurs frais et que les peines ne soient pas dissuasives contre les plaintes bâillons. C'est mon principal D'accord. message. OK. Par Alors, contre, après, effectivement, c'était pas le principal. En fait, on a focalisé, comme tu le disais, les journalistes, enfin, se sont intéressés au sujet, mais mon objectif, c'était justement que c'était pas le terrain judiciaire, ça aurait jamais dû, hein.
sur ce point-là. Au contraire, Didier Raoult, lui, il a une instruction judiciaire ouverte pour plusieurs essais cliniques suspectés illégaux. Là, je trouve que c'est déjà beaucoup plus justifié, hein, Ouais. avec ce que 16 sociétés savantes et l'autorité du médicament considèrent comme sans doute le plus grand essai clinique sauvage de toute l'histoire de l'humanité, si la justice le considère comme tel. Donc, Justement. moi, je trouve que là, déjà, ce serait plus justifié. Mais bon, le plus important, moi, j'avais lancé ça pour faire du fact-checking, pour expliquer, vulgariser le fonctionnement de la recherche, les études scientifiques, quand elles sont bonnes ou mauvaises, et pourquoi et comment. Et c'est plutôt ces autres actions-là qui, pour moi, étaient les plus importantes, hein. Et justement, pour dire un mot de ta démarche, parce que là, le temps va nous faire défaut, mais donc tu as travaillé à analyser des papiers, à collecter des preuves, à démontrer des choses. Et puis tu as contacté des journalistes. Donc on peut saluer Victor Garcia de l'Express qui a travaillé durant le Covid et qui était un de ceux qui quand même a pas perdu le nord et a travaillé à Ouais, décortiquer ce qui se rendons lui passe hommage. en temps réel. En face, on avait François qui a fait pile l'inverse. C'était une dégringolade totale. Et d'ailleurs, in fine, Raoult et François se sont rencontrés et maintenant travaillent ensemble constamment. On a les sociétés savantes qui ont mis un temps considérable. Et en fait, le problème principal, c'est que toi, tu as été sur le front dès 2020 et toutes ces structures-là ont mis 1 an, 2 ans, parfois 3 ans avant de se bouger un peu le cul. Alors on les salue, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous foutiez pendant 2 ans? On ne sait pas où vous étiez, je ne sais pas. J'aimerais avoir la réponse. De toute évidence, il faudrait que la prochaine fois qu'une crise comme ça arrive, vous ne mettiez pas 2 ans à réagir. Et je peux comprendre qu'on mette un trimestre. Il faut le temps de se réunir, c'est des trucs sérieux, mais on ne peut pas mettre 2 ans ou 3 ans avant de se rendre compte qu'il y a un problème. On a eu les luttes d'influence entre la complosphère, la sphère de la vulgate, etc. Bon, il y a eu plein de conflits, et toi, tu étais là à travailler. Et je l'ai constaté parce que je voyais bien, tu me taguais régulièrement, et ça me saoulait. Mais qu'est-ce qu'il a encore à me taguer? Parce que tous les jours, tu bossais, donc chaque semaine, j'avais un tag de Sony qui fait un fil, et j'ai pas tout lu parce que c'était. Mais ce garçon a travaillé, mais quand tu dis des milliers d'heures, je te crois. Il y a eu un travail de fond considérable, et en plus sérieux, parce qu'il y a des gens aussi qui parfois passent beaucoup d'heures à faire n'importe quoi. Et tu as fait un travail de lobbying dans le sens le plus noble du terme en démocratie, c'est que tu étais à l'origine, en tout cas tu as travaillé pour que des tribunes puissent exister. Alors je vais en citer 2. En septembre 2020, dans Libération, la tribune halte à la fraude scientifique, avec 7 sociétés savantes, 2500 chercheurs et médecins. Le 13 octobre 2020, dans Le Monde, nous demandons la définition dans la loi de règles garantissant l'honnêteté et la rigueur scientifique, avec 90 sociétés savantes. Enfin, bref, il y a plein de gens qui ont signé des tribunes et tu as été présent, voire même à l'origine de ces trucs-là. Et tu as aussi travaillé pour que personne ne lâche l'affaire sur cette loi du 10 mai, enfin, qui a été promulguée le 10 mai 2024, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes avec son article 4, le fameux article 4 anti-charlatan, qui instaure un nouveau délit d'incitation à l'arrêt de traitement. Donc toutes ces choses-là, Et s'il n'y a pas des ou bien citoyens à qui la soient profs de provocation à maths, des traitements dangereux. voilà, pardon. S'il n'y a pas des profs de maths ou d'autres gens comme ça qui mettent qui se mettent le pied à l'étrier, bah malheureusement, il y a d'autres gens qui seraient statutairement plus légitimes pour le faire, qu'on écouterait s'ils le Ou faisaient, même, qui ne l'ont pas ou même c'est fait. leur obligation de le faire. Voilà, et donc là, j'aimerais que les gens dont c'est le métier prennent un peu une leçon là et se disent mince, c'est pas normal que M. Limousin se retrouve au tribunal parce qu'il a fait le travail qu'on nous on aurait dû faire. Alors, Voilà. Et j'aimerais que j'aimerais juste vraiment. là-dessus, tu nous parles un peu de ta démarche en quelques mots et éventuellement de ce que tu comptes faire. C'est quoi tes prochains dossiers? Parce que comme tu n'es pas acharné sur Raoult, tu t'intéresses à plein de choses et que tu nous dises éventuellement sur quoi d'autre tu travailles à l'heure actuelle, que ça c'est intéressant aussi. Eh bien, si j'ai dit une dizaine de milliers d'heures depuis 4 ans, c'est qu'en fait, je peux pas tout révéler des actions que j'ai menées. Mais effectivement, t'en as donné 2 ou 3 de celles que j'ai déjà rendues publiques, dont 2 qui ont abouti à des lois, des nouvelles lois, hein. En 2021, la loi antifraude scientifique, ou fin 2020, je sais plus, la loi antifraude scientifique, enfin, des amendements à l'intérieur de la loi de programmation de la recherche. Et puis, très récemment, l'article 4 anti-charlatan de la loi contre les dérives sectaires. Et tout ça basé sur des tribunes qu'il a fallu organiser. Alors, je voudrais juste préciser
que je voudrais rendre hommage. C'était quand même pas que moi, hein. J'étais pas seul, mais le problème, c'était qu'on n'était pas nombreux. Et puis, on était, voilà, même souvent au début, on se connaissait pas du tout, hein, parce que, ouais, il y en a qui voient le complot mondial et la tête de réseau et tout. En fait, on s'est trouvés par hasard, quoi. On a remarqué qu'il y avait deux, trois personnes, puis une dizaine qui épluchaient un peu plus les publics scientifiques, les registres d'essais cliniques, pour débunker et fact-checker un peu tout ça. Et c'était quoi? Des informaticiens, des anciens chercheurs, des chercheurs actuels encore, quelques médecins, des profs de maths en collège ou en lycée qui avaient été dans la recherche avant. Et c'est pas normal. Je veux dire, je rends hommage à mes collègues bénévoles entre guillemets qui ont été célébrés dans la deuxième plus grande revue scientifique au monde, Science, hein, qui a fait un grand article qui leur rend Denis hommage à eux et Besançon à et les Victor autres, Garcia. j'ai un seul nom là en tête, c'est malheureux parce qu'on l'a reçu plusieurs fois sur la chaîne Alors, Denis. Les autres, c'est qui déjà? c'est Paris. Lonnie Besançon, le professeur Mathieu Molimar, Oui. Fabrice Franck, Elisabeth Bic, le journaliste Victor Garcia de l'Express. Et est-ce que j'en oublie? Moi, j'aimerais rendre hommage aussi à Alexandre Samuel, il y Oui. a le docteur Jérôme Barrière, il y en a quelques autres. J'espère. Est-ce que j'en oublie? J'ai peur. Je m'en voudrais beaucoup, Et bien, mais tous ces voilà. gens-là, Il y en a je d'autres suis encore, fier hein. de dire qu'on les a reçus sur la tronche en biais. Tous. Et alors, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, pour terminer là-dessus, j'ai un message à faire passer. Dans l'Express, c'était la première interview que j'acceptais après en avoir refusé d'autres, beaucoup d'autres. Heu et c'est bien que Victor Garcia ait gardé cette phrase: «On peut tous changer les choses». Mmh. Parce que à la fois, c'est c'est totalement impardonnable que ça soit un petit prof de maths en collège qui doive s'occuper de ça. Et tu as parlé de sociétés savantes qui auraient dû plus se bouger, mais à la limite, elles ont aucun rôle consultatif. Moi, j'accuse clairement le Conseil de l'ordre des médecins d'avoir tardé. Oui. Les ministres, les tutelles, les universités, il y a des C'est gens vrai qui que étaient en l'université de fonction. Marseille, par exemple, ce qui se passe là-bas, et pas qu'avec Raoult, mais avec d'autres gens, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors, tu m'excuseras de pas trop en dire parce qu'il y a des choses qui sont en cours judiciairement, hein, qui sont bien avancées. Donc évidemment, il y a des choses où j'ai été obligé durant cet entretien de pas trop en dire. Mais enfin, voilà, ces gens-là, ils étaient en fonction pas seulement, ils auraient pu, hein, c'était leur rôle, c'était leur obligation de faire respecter les règles et la loi. Mmh. Et ils ne l'ont pas fait. Et il leur arrive rien. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Et donc, si je me suis battu pour faire passer d'un côté une loi anti-fraude scientifique, de l'autre une loi anti-charlatan, ensuite, il faudra qu'elle soit appliquée. Hein. Oui. Et c'est ça le problème aussi en France, c'est que la loi n'est pas appliquée, ça reste du papier des fois. Mais au moins, ça prouve aussi que quand on se bouge, même quand on est un petit citoyen lambda, on peut faire bouger les choses. Tout à fait. Donc chez vous, si vous avez des compétences, ben, n'hésitez pas à partager vos analyses des choses, à, à contacter des gens qui peuvent, des journalistes ou des gens qui ont un peu de visibilité, parce que bien souvent, euh, ben, ils sont accessibles. Et ils peuvent vous répondre. Et vous pouvez parfois mettre le doigt sur un truc qu'on n'avait pas vu. Et dire, mince, vous avez raison, c'est important de le faire. Et ça m'arrive souvent de recevoir des infos dont je fais ce que je peux. Mais il ne faut pas hésiter à aller cogner à la porte des gens qui ont un peu de pouvoir, quoi. Et c'est ce Puis, que Guillaume fait avec les succès. autorités, je veux dire, moi, je me suis pas caché que j'avais fait un signalement à l'ordre des médecins. Il a Oui. abouti à une condamnation. Je me suis pas caché que j'avais contacté des députés, des sénateurs. D'ailleurs, je précise de tous bords politiques, à part les extrêmes, hein, c'était assez transpartisan et Mm. ça a abouti à faire passer des lois. Voilà, on peut tous changer les choses. On peut tous changer les choses. Encore faut-il vouloir y consacrer quelques heures de notre vie. Merci beaucoup Guillaume, donc je te félicite pour tout ça. On va rester en contact et puis tu dis qu'il y aura d'autres suites, d'autres choses, ça m'intéresse parce que ça nous concerne tous, donc on se tient au courant. À très bientôt. Salut!